Bonjour tout le monde, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sur slide, on peut parler sur le pare-planche. Donc, le pare-planche est composé de pales et planches. C'est une planche servant à consolider une galerie de murs afin d'éviter les éboulements. Le pare-planche est un pieu profilé conçu pour être bâti en terre ou dans le sédiment et s'enclenche au pieu voisin par l'intermédiaire d'une nervure latérale appelée du serrure. Le serrure entre deux pare-planches. Donc le pare-planche est une pièce, soit en bois, en acier, en béton, etc., de section spéciale permettant d'emboîter à une autre et généralement utilisée à la constitution de parois étanches en terrain mobile, aquifère ou immergé, selon Larousse 2012. Donc, les types de pare-planches. Les pare-planches en bois sont dans le domaine géotechnique. Le bois reste un matériau fragile, notamment hors de sa mise en œuvre par abattage. Il faut favoriser son utilisation dans des terrains homogènes et non rocheux. Dans les avantages, c'est un matériau économique. Il présente une grande élasticité qui permet d'absorber l'énergie cinétique produite par un choc. Donc, avec un modèle entre 10 000 et 15 000 mégapascales, il est esthétique dans leur utilisation. Il est peu de maintenance. Les inconvénients, il est faible durée de vie, seulement 25 à 30 ans. Dégradation de bois par latération la résistance limite face à la poussée du sol, environ 20 à 30 mégapascales en flexion. Le deuxième type, c'est le pare-planche en béton armé. Pour le pare-planche en béton armé, dans le domaine géotechnique, on l'utilise pour éviter la fissuration lors des battages. Il faut favoriser son utilisation dans des terrains homogènes et non rocheux. Pour les avantages, c'est un matériau économique. La géométrie adaptable aux besoins et contraintes du site. Pas de maintenance, durée de vie 50 ans. Pour les inconvénients, il présente des fissurations lors des battages et détérioration de la pare-planche si le terrain est trop résistant. Les serrures sont mal ajustées lors de la mise en place et il y a des problèmes d'étanchéité des rideaux. Le pare-planche en acier. Le troisième, c'est le pare-planche en acier. Dont les caractéristiques géotechniques, c'est un type où on l'utilise dans des terrains rocheux. Pour les avantages, il présente une forte aptitude au réemploi, très bonne étanchéité, très grand résistant car il est en acier, large gamme de profilés, très grande élasticité, 100% recyclable, facilité rapidité de mise en œuvre, la durée de vie entre 50 à 100 ans en fonction des traitements. Pour les inconvénients, c'est un matériau onéreux selon la variation du corps de l'acier, dégradation avec le temps selon la corrosion, c'est-à-dire l'altération de l'acier, une forte nuisance. Forte nuisance à cause du son des vibrations espace de travail dues aux méthodes de mise en œuvre. La quatrième, c'est le pare-planche en PVC. Pour les pare-planches en PVC, dans le caractéristique géotechnique, ils dans des terrains non rocheux, mais pour les avantages, c'est dans les prix moins élevés que l'acier, conserve les avantages de pare-planche assez facilité de mise en œuvre, rapidité d'exécution, très légère, présente un aspect esthétique, très bon étanchéité, bonne résistance, résistant aux ultraviolets, matériaux inertes, large gamme de profilés, 100% recyclable, durée de vie entre 50 ans sans traitement, aucun traitement nécessaire idéal en milieu agressif pour lui. Pour les inconvénients, c'est un fort nuisance comme le pare-planche en acier.
Le pare-planche en fibre de verre. Pour le pare-planche en fibre de verre, composé de planches de rainure élongate, il sert à former un barrage ou une structure de soutènement. Donc, ce type de pare-planche utilise donc des terrains non rocheux. Les avantages conservent des avantages des pare-planches en acier, très légère, aspect esthétique, très bon étanchéité, très bon résistance, très bon résistance ultraviolet, 100% risquable, durée de vie 75 ans, aucun traitement nécessaire, idéal au milieu agressif et poli. Pour les inconvénients, c'est la même inconvénient que la pare-planche en acier. Peu de fournisseurs locaux élevés. Les différents types de pare-planche, on a pare-planche unie, pare-planche en Z, et les pare-planches plates, et les pare-planches en oméga ou en Z. Et non, il y a des pare-planches empilées ou se forment en sandwich. Par exemple, des Z ou oméga, type de forme, oméga en sandwich. Tableau de synthèse et de comparaison des types de pare-planches. On a pour les types de bois et béton dans des terrains sol pulvérulents et argileux. Pour l'acier PVC et fibre de verre dans des terrains de schiste calcaire et argile et sol pulvérulent. Le domaine d'utilisation pour le bois bâtardon et qui d'accostage. Pour béton armé, on pourrait avoir d'utilisation des pare-planches en acier. Pour les aciers réalisation d'ouvrage en site aquatique ou en présence d'eau, tout type d'ouvrage, bâtardon, blindage, mur, etc. Pour le PVC, réalisation de l'ouvrage en site aquatique en présence d'eau, principalement puis accostage protection de berge. Pour les fibres en verre, réalisation de aquatique en présence d'eau et accostage de pression de berge. Les profils qu'on a pour les bois sont trapézoïdales rectangulaires. Pour le béton armé sont rectangulaires. Pour les aciers, ils ont forme en usé des plats mixtes qui sont en HZ. Pour les PVC, on a des formes usées des plats. La même chose pour les fibres en verre. La mise en œuvre. On a trois types de mise en œuvre, abattage, fronçage et mise en place par pression. Pour battage, on a des améliorations existantes, notamment des systèmes hydrauliques utilisant un vérin pour pousser le poids pendant sa chute. L'énergie cinétique est ainsi augmentée par accroissement de la vitesse. Le battage entraîne une perturbation locale. La mise en œuvre pour le fronçage, cette seconde méthode exploite la vibration du dos baldeur tournant en sens inverse et en position de face pour produire une vibration verticale transmise au sol à travers la pare-planche. On assiste à une perturbation locale des massifs au contact de celui-ci, donc pour produire une liquéfaction ou un remoulage selon le type de sol. Donc la progression de la plaque d'acier alors facilite son fausse progressivement. Voilà la machine qu'on utilise pour cette méthode. La mise en place par pression initialement développée pour éliminer les bruits qui affectent la mise en œuvre par fronçage. Donc les machines utilisant la pression sur les pare-planches ont également permis de supprimer les vibrations. Leur emploi requiert un sol possédant une bonne cohésion, ce qui exclut les sables. Le principe consiste à utiliser le frottement des pare-planches précédemment installées comme réaction pour pousser la suivante. Une machine étant créée à plusieurs pare-planches déjà en place par l'intermédiaire de vérins hydrauliques et exerce un effort sur le pare-planche installé et la pousse dans le sol. Ceci la machine qui fait la vibration et enfoncement des pare-planches dans le sol. Pour le dimensionnement d'un rideau de pare-planche, caractéristique qui dépend, donc il faut que d'un rideau pare-planche, il est important de prendre en compte les données suivantes. Donc un coupe géotechnique, puis des caractéristiques des sols comme le poids volumique, l'angle de cohésion, l'angle de frottement et l'épaisseur
des sols, les niveaux d'eau qui est présent dans le terrain, les surcharges qui est sur les terrains, les différentes applications des pendant après la construction et après l'affouillement. Donc les effets dus aux variations des niveaux d'eau de part et d'autre des rideaux, les résultats des essais géotechniques comme le pénétromètre, le pressiomètre, les essais Proctor et les affouillements éventuels. Pour la méthode, donc les différentes méthodes qu'on a utilisées, on a la méthode de la BT simple. Pour la méthode de la BT simple, on utilise donc dans les caractéristiques, il faut que le rideau au chronocytement est supposé rigide. Il est soumis aux forces de poussée et de BT ranquées. Le pied est libre de se déplacer, la tête tourne autour de l'ancrage. Donc pour cela, lorsqu'on a un écran, on a un déplacement de l'écran, puis une décompression latérale et tassement des sols soutenus, puis on a une compression latérale et soulèvement des terrains devant l'écran. Après, on a un appui ou un ancrage par des tirants d'ancrage. Donc la méthode de la BT simple, d'après Faure et Pot 1900-800, ont étudié numériquement l'influence de la position de l'ancrage et on conclut que l'hypothèse de mobilisation totale des pressions actives de poussée et des états acceptables si le tirant est situé dans les tiers supérieurs de l'excavation. Donc l'équilibre horizontal, entre les forces T plus dans le même sens, les forces T et FP est égal les forces inverses FA. Donc l'unité des moments autour de l'ancrage avec donc le moment est égal FA, la force FA fois 2 sur 3 H plus D moins B, parce que la force FA s'influence seulement dans cette distance, est égal FP fois 2 sur 3 D plus H moins B. Donc les résultats du dépositaire FA est égal le coefficient de poussée fois le poids volumique déjaugé de terrain fois D plus H à la puissance 2 sur 2. Pour FP est égal la poussée. Bon, FP est égal le coefficient de poussée fois le poids volumique déjaugé sur fois D à la puissance 2 sur 2. Pour la deuxième méthode, c'est la méthode analytique d'Oblin qu'on utilise pour le dimensionnement de par planche. Donc, il est utilisé seulement dans les sols pulvérulents. Il faut que le rideau est à l'équilibre. Donc, lorsqu'on a un équilibre, on a la force T plus FP qui ont la même direction est égal FA plus R qui ont la même direction, le même sens. Donc FA est la résultante des efforts de poussée et FP est la résultante des efforts de BT. Le moment en pied de l'ouvrage est égal FA fois F0 plus H sur 3 est égal FP
fois F0 sur 3. Donc, Blim admet également les hypothèses suivantes. Au-dessus de la contre-butte jusqu'à niveau de l'ancrage, on atteint des parts et d'autres des réduits des états d'équilibre limites possibles. À ce stade, il faut tout d'abord déterminer les coefficients possibles qui a et de BT qui P du sol. Pour cela, on utilise des tables de calcul cartésiennes qui permettent de déterminer le coefficient Ka et K en fonction des caractéristiques techniques en prenant l'inclinaison alpha, l'inclinaison θ sur phi est égale à 0. Pour la méthode de Blim, elle utilise un principe qu'on appelle le principe de l'apôtre équivalent. Blim admet que dans un rideau, le point du moment nul, donc le point du moment nul de pression d'éther en epsilon, sont voisins. Donc il propose de les confondre. Cette méthode s'appelle la méthode de l'apôtre équivalent de la méthode de Blim. Donc, par de nombreuses études expérimentales, Blim a démontré que sa position définie par le nombre sans dimension x dépend de l'angle de frottement interne des matériaux. Donc, la détermination de ce nombre x du nombre sans dimension x nous permet d'obtenir le point d'application à h plus h fois h, x fois h de la tête du pare-planche. Donc, puis on a la détermination de l'effort de l'étiron et de la fiche. Par résolution de l'équilibre des forces et les deux poutres, on détermine TF, T, la force T, F, R et Z. 0. La valeur de la fiche en pondéré au F0 obtenue en calculant la somme des moments par rapport à 0, qui doit être égale à 1. Donc il faudra alors appliquer une pondération à la valeur de F0 de 20% pour obtenir la valeur définitive de la fiche. Choix d'une pare-planche et vérification. Le choix de pare-planche sera déterminé par la valeur du moment maximal que doit reprendre cette pare-planche tel que le M max inférieur à M résistant de pare-planche. Donc, la contrainte élastique et la limite élastique de l'acier, la nuance d'acier en mégapascal, donc avec I sur V égale M max sur M admissible. C'est la contrainte admissible. Et la contrainte admissible est égale 2/3 la contrainte élastique de l'acier. La détermination de EV menée au OL, moment d'inertie, permet de choisir une pare-planche. La stabilité interne du mur. Donc le Blim, une fois que le calcul l'affiche, donc il faut s'assurer que la paroi soumise à la pression d'éther ne va pas se déformer de façon excessive et pliée. Il faut donc vérifier d'une part que le moment maximal reste admissible et d'autre part que la flèche est acceptable. Donc, pour la vérification du moment de la pare-planche, donc la pare-planche est représentée par une poutre élastique dont les caractéristiques géométriques sont données par les fabricants comme le montre le tableau suivant. Donc le fabricant des pare-planches, on a donné des tableaux, on a un modèle de résistance avec l'inertie I, avec la masse au mètre carré des rideaux. Si par exemple par un profil SL2, donc dans le modèle de résistance égale 300, avec l'inertie égale 1950 et la masse 72 mètres carrés.
pour la masse 72 kg par mètre carré. La même chose pour les différents types de profils. Avec D2 I sur 10 et 2 égale moins la contrainte H. Le critère de dimensionnement s'écrit en LDM. Le moment max sur la contrainte est inférieur ou égal I sur B. Pour la contrainte A est égal 2 sur 3 la contrainte élastique, avec la contrainte élastique de la scie correspond par exemple à 240 mégapascal. Lorsqu'on a fait la vérification des moments de pale planche, donc on fait la vérification des déformations des pales planches. Les niveaux de déplacement maximum sont conditionnés par le contexte de réalisation de l'ouvrage. Un site urbain exigeant par exemple des déplacements très faibles, au vu des conditions retenues, un calcul de la déformée de la poutre au moyen de la théorie de la résistance des matériaux permettra de comparer les déplacements calculés à la consigne. On procédera par intégration de l'équation D2 sur D2 est égal moins le moment M sur le module fois I d'inertie. La deuxième méthode qu'on a utilisée pour la dimension, on a la méthode des coefficients de réaction. Pour la méthode de coefficient de réaction, afin de prendre en compte la rigidité du mur, celui-ci est assimilé à une poutre. Celui-ci, c'est-à-dire le pale planche, est assimilé à une poutre verticale plantée dans le sol de module O et d'inertie I. Donc, le massif de sol est considéré comme étant composé de masses gauche glissantes les unes des autres, c'est-à-dire qu'il ne reprend pas l'effort de cisaillement. Donc il s'agit seulement d'une hypothèse de calcul, mais qui n'est pas de justification réelle, ni théorique ni pratique. Donc la pression du terre SH qui s'applique sur le mur est fonction des déplacements latéraux de celui-ci. Donc cette figure présente un exemple d'une telle fonction intégrant la plasticité éventuelle des paramètres, puis peut être obtenue selon plusieurs formules différentes dans site de Ménard-Bordon. Nous écrivons l'équation classique d'équilibre de la poutre. Donc on a un flambant de pale planche sur l'effet de la pression de terre. Donc D4 sur D4 est égal la contrainte YZ sur le module et l'inertie I. Voilà. Donc la contrainte YZ est égale à la contrainte horizontale H1 et la contrainte moins la contrainte de horizontale plus PH YZ avec la contrainte horizontale 1 supérieure à la pression du sol à droite de l'écran et la contrainte de pression du sol à gauche de l'écran et PH la pression hydraulique différentielle. La contrainte H1 et contrainte H2 des pressions de terre des côtés retenus et des côtés de l'appui. pH différence des pressions interstitielles. Donc, on a des cas particuliers. Pour les cas particuliers, lorsqu'on a
un renard hydraulique. Donc on a un pare-planche avec dans un terrain sableux. Donc construire le réseau hydraulique et en déduire les variations exactes de la charge hydraulique. Donc on suppose que le gradient hydraulique varie linéairement sur la face amont et sur la face aval du mur. Donc Mendel, le docteur Mendel a établi dans ce cas que le substratum rejeté a une profondeur infinie. Le rapport des pertes de charge peut être estimé en prenant le référentiel de charge dans le point C. Donc le gradient de charge est égal à HP moins HC sur HA moins HC, ce qui nous donne HP sur HA est égal à 1 sur 1 plus racine I sur IE. Les définitions du gradient hydraulique I et IE permettant alors d'écrire II est égal à la charge hydraulique le point A, 1 moins ρ sur IU. Et pour IE, le gradient hydraulique IE est égal à HA sur ρ sur IE. ρ avec HA connu. On a alors donc des côtés possibles. Donc la pression interstitielle est égale au poids volumique de l'eau sur 1 moins le gradient hydraulique I fois ZI. Et la contrainte horizontale active est égale au coefficient possible sur le poids volumique moins le poids volumique de l'eau. C'est 1 moins le gradient hydraulique I fois Z. Donc, dans la côté du BT, on a la pression interstitielle est égale au poids volumique de l'eau fois 1 plus IE, le gradient hydraulique IE fois Z2. Et la contrainte prime HP est égal le coefficient possible fois le poids volumique de sol moins le poids volumique de l'eau fois 1 plus IE, le gradient hydraulique IE fois ZE. Lorsqu'on a une surcharge applique, en surface, donc on a des charges concentrées, des charges linéiques et bandes linéiques. Dans cette méthode, la méthode de Rankine peut prendre en compte des surcharges uniformes réparties sur toute la surface du sol. Cependant, il est impossible de réaliser un calcul latéral dans les trois cas. Simple sur la figure. Donc la solution communique adoptée consiste à calculer les contraintes appliquées au mur en l'absence de surcharge et superposer les efforts liés à la sol. Surcharge est calculée par la formule élastique de Wozniak. Cette approche n'est pas pleinement satisfaisante. Le principe de superposition ne pouvant être appliqué en toute rigueur. Un alter peuvent être trouvés dans la résolution numérique de problème avec l'algorithme d'éléments finis par exemple. Les surcharges correspondant à ces trois cas sont données par des formules de Wozniak suivantes. Donc pour la première, si la contrainte H est égale 3 sur 2, la charge c'est 2P fois X de Z avec le sur R la position 5. La même chose pour la deuxième cas, et la contrainte horizontale est égale à 1,27 sur K fois K sur H M
M et N, M à la puissance 2 et N sur N2 à la puissance 2 plus N2 à la puissance 2, l'ensemble à la puissance 2, avec M supérieur à 0,4. M et N sont déterminés à partir des abacs qu'on a déjà vu dans un autre vidéo sur les cherchages appliqués. Et la même chose pour la contrainte horizontale est égale à H 0,103 K sur H avec M fois M sur 0,6 plus N de la Cn inférieur à 0,4. La même chose, M on le détermine à partir des abacs déterminés. Pour l'exemple C, c'est la même chose. C est égal pour la contrainte horizontale, on a 2K sur P fois P plus sinus P sinus à la puissance de alpha plus bêta, P moins sinus bêta, bêta plus moins sinus bêta fois cos à la puissance alpha lorsqu'on a une charge circulaire ou linéaire. Donc pour l'influence des frottements, lorsqu'on a influence de frottement, nous admet l'étude négligée du frottement du sol sur les parois si on le prend en compte. Donc comme c'est une inclinaison des efforts possible et d'objecter soit l'angle de frottement de mer avec le sol. Donc on possible le sol a tendance à descendre la force, donc la force est inclinée vers le bas et la contrainte horizontale est égale le coefficient de poussée fois la contrainte verticale fois cos θ. Pour le BT, au contraire, le sol est poussé vers le haut, la force est inclinée vers le haut et la contrainte horizontale égale le coefficient de poussée A active fois la contrainte verticale cos θ pi. Et là on résulte une inclinaison dans la direction opposée. Donc lors de la projection des efforts pour écrire l'équilibre au moment, l'angle étant le même opposé en BT, un facteur en cause d'affectant de poussée déterminé par n'est pas pour le tirant ou le contre BT. Pour l'écriture de l'équilibre force, seuls les coefficients de poussée et de BT sont affectés par l'angle résultant du mort horizontal. Les valeurs sont donc également modifiées. Par conséquent, les efforts tranchants dans la paroi et donc les moments fléchissants sont également affectés. En pratique, on prend souvent l'hypothèse où l'angle est égal à 0 et l'angle P est égal à moins phi sur 2. Ceci s'affecte que peu les efforts sectaires observés. On peut augmenter l'influence de frottement des rideaux civils, donc fibre, un calcul, c'est un cas pratique permettant de sauver. Un exemple pour le calcul de planche, on a cet exemple-là. Par exemple, on a un pare-planche avec différents terrains. Donc, on a un rempli avec le poids volume 20 kN, dont l'angle de collision est égal à 0, avec le angle de frottement 37 degrés, avec un couche sable de 5 mètres, avec le poids volume 18 kN, l'angle de collision est égal à 0, avec l'angle de frottement 34. L'argile, avec une couche de 7 mètres, dont les deux côtés de pare-planche, avec le poids volumique 17 kN, l'angle de collision est égal à 0, l'angle de frottement 28 degrés, ici est égal à 100 kPa. Donc on doit vérifier la stabilité de pare-planche, on doit calculer l'intensité et le point d'application des forces de poussée et de BT sur le rideau. Donc pour cela, donc dans la première chose, donc on doit calculer
les contraintes possibles le long des rideaux. Donc, on a fait calculer les contraintes. Donc, à partir de chaque point, pour le point A, le point B, de côté de rhombe, le côté de sable, le point C du côté du sable et le côté d'argile, le point D du côté d'argile, et le point F E et F. Donc pour cela, la contrainte verticale au point A est égale à 0. Pour la contrainte verticale au point B à côté de rond B est égal 20 fois 4 mètres, ce qui nous donne 80 kilopascal. La même chose, la contrainte à côté du sable, on a 4 mètres fois 20, ce qui nous donne 80. Pour la même chose, pour celui de le point C à côté du sable, donc on a 9 mètres fois 18, ce qui nous donne la contrainte verticale qui sont 177. La même chose pour à côté pour le C à côté d'argile, ce qui nous donne 289. La même chose pour E qui se trouve à 7 mètres dans la couche d'argile, ce qui nous donne 119. Pour la pression interstitielle, on a seulement la nappe phréatique existe seulement à le point C, donc dans tous les côtés il est nul, donc la pression interstitielle, mais dans le point D il est calculé, donc 7 fois le poids volumique de l'eau, ce qui nous donne 70. La même chose pour le point E, ce qui nous donne 70%. Pour le point F, il est nul. Donc la contrainte prime verticale dans la totale est égale à la même chose, mais à côté, lorsqu'on a la pression interstitielle, ce qui nous donne 299 moins 70, ce qui nous donne 219. La même chose pour 119 moins 70, ce qui nous donne 49. Pour le coefficient poussé, le coefficient poussé T, on a au repos lorsqu'on a K est égal à K0 1 moins sinus alpha, et pour ce qu'on a la poussée active, donc K est égal à tangente alpha 45 phi prime moins 2. La même chose, Kp est égal à tangente à la puissance 2 en conductivité de 45 plus phi prime C2. Donc on a fait la même calcul. Donc K c'est Kp pour le point A, le point BR, le point B, le point C, le point D, le point E et le point F. La contrainte prime horizontale est égale pour le point A à 0, donc le point dans ce point BR égale 19,9, pour le point BS B 22,6, pour le point C est égal à 41,1, pour le point CA est égal à 61,4, pour le point D est égal à 99,1, pour le point 1 est égal à 135,7, pour le point F est égal à 0. La contrainte H est égale à la même chose, et correspond à la même chose. C'est le même calcul qu'on a réalisé, seulement
seulement à ce niveau où il y a la pression interstitielle et les différentes par les autres, dans les deux points D, E. Pour la contrainte totale est égale, pour le point A est égal à 0, pour le point B est égal à la même chose de la contrainte horizontale. Dans tous les cas, il est égal, mais dans le point C, à côté de l'argile, est égal à moins 30. La même chose pour D est égal à 80, dans le cas 89. Pour le point E est égal à 200. Pour le point F est égal à 319. Donc, ces pressions définissent le gradient de poussée et de vitesse de la figure. Les forces identifiées sur cette figure sont calculées. La pression à long terme sur le rideau. Donc, on fait un traçage de diagramme des forces. Donc, on a pour le point A est égal à 0. Pour le point BR est égal à 19,9, pour le point BR à côté des sables est égal à 22,6. La même chose pour le point C est à 48,1 et 60,4 pour le point CA. Pour le point CA à côté d'argile. Donc pour le point D, on a 149,1 et pour le point E, on a 200, dans le sens inverse, il est égal à 205,7. Ceci est la pression à long terme sur le rideau. Donc la pression à court terme sur le rideau. Donc on fait la présentation de la calcul des contraintes totales. Donc la même chose, on a les contraintes totales dans les deux cas, dans les deux points A, B, R, A, B et C sont la même, mais dans le point C à côté des argiles, il est égal à moins 30, donc il est varié par rapport à l'autre, à long terme. Donc, pour la même chose, pour le point D est égal à 80, pour le point D est égal à 89, et pour le point E et F, pour le point E est égal à 200, et pour le point F est égal à 319. Donc, pour calculer l'intensité du point d'application des forces poussées de vitesse sur le rideau, donc à long terme et à court terme, donc à court terme, donc la force est égale, la force F1, F2, on a F3, on a F5, F6, F7 à partir du diagramme qu'on a réalisé. Pour l'intensité en kN par mètre, donc on a 4 mètres fois 19,9 sur 2 est égal à 39,8. 5 fois la force 5 fois 22,6 c'est 113 pour la force F2. F3 c'est la même chose, 5 fois 25,02 est égal à 63,5,7. F5 est égal à 5,24 fois 89 sur 2, ce qui nous donne 203,2. F6 c'est la même chose que 1400. F7 c'est 7 mètres fois 119 sur 2, ce qui nous donne 416,5. Pour le niveau d'application, on a 12 plus 4 sur 3, ce qui nous donne 13,3. La même chose pour la force F2, ce qui nous donne 9,5. La F3, 808,6. Pour la force F5, ce qui nous donne le niveau d'application est égal à 1,7. Et la force F6
est égal à 3,5 et pour la force F7 est égal à 2,3. La même chose pour l'intensité à long terme. Donc la stabilité des forces déposées leur moment sont plus grands que les forces déposées leur moment. Donc la vérification des forces. Pour vérifier les forces, à partir de ce qu'on avait pour à court terme, donc on a les forces F1 plus F2 plus F3 plus F5 sont inférieures à F6 plus F7, ce qui nous donne, donc on fait la totalité des forces, on trouve que les conditions, lorsqu'on fait l'assemblage des forces par rapport à F6 et F7, on trouve que l'ensemble de cette force est inférieur à 1400 plus 416, donc les conditions sont vérifiées. Pour l'intensité, pour les forces à long terme, donc F1 plus F2 plus F3 plus F4 plus F5, il est inférieur à F6. Donc on doit vérifier lorsqu'on trouve l'ensemble de ces forces doivent être inférieurs à 600. Donc cette condition, lorsqu'on a 300 plus 400, donc les conditions non vérifiées, parce que ces forces F1 plus 2, 3 plus F4 plus F5 et non est supérieur à F6, donc les conditions non vérifiées. Vérification des moments à court terme. Pour les moments, donc on a fait pour la force F1, on a 309,8 fois 13,3 plus la force 2, 113 fois le niveau d'application 9 fois 9,5 plus F3, 300,7 fois 1,6 plus 203,2 fois 1,7 plus inférieur à 1400 fois 3,5 fois plus 406,5 inférieur à 2,3. Donc dans l'ensemble est presque vérifié. La même chose pour le long terme, c'est la même chose. On prend pour les forces F1 dont l'intensité 30,3 fois niveau d'application 13,3, la même chose F2 113 fois 9,5, F3 plus F3 qui est 63,7 fois 8,6 fois 400 200,9 fois 8 fois 3,5 doit être inférieur à la force F6 qui est égal à 720 fois le moment fois le niveau d'application 2,3. Donc les conditions non vérifiées, ce qui nous donne donc les moments à long terme et non vérifiés, donc le rideau est instable à long terme. Donc le rideau est instable à long terme. Le deuxième exemple, on a un pâle planche ancré dans un terrain argileux et dans un sable moyen. Dans les caractéristiques pour les argiles, on a le poids volumique est égal à 15,7, l'angle de frottement 25 et l'angle de cuisson 10 kPa, suivi est égal à 25 kPa. Pour le sable moyen, dont le poids volumique est égal à 18 kN et l'angle de frottement est égal à 23. Donc
On doit déterminer la longueur du fiche. Ok, c'est la section de la page blanche. Effectuer les calculs dont l'angle θ est égal à long terme. On sait que au repos, on a la pression, le coefficient posé est égal à 1 moins sinus phi prime, et le coefficient posé lorsque est égal à tangente de 45 moins phi prime C2, en unité est égal à tangente de 45 plus phi prime CO2. Donc, on fait le calcul pour le cas d'argile. Donc, était tangente de 45 moins phi prime CO2. Donc, tangente de la pression 2 est égal à 45 moins 12,5, ce qui nous donne 0,400 pour la première coche. La deuxième coche, la même chose, on fait le calcul, on a tangente sur 45 moins 18%, 18 degrés, ce qui nous donne 0,25. Pour la KP2, pour le coefficient posé passif, on a tangente de 45 plus phi à la position 2, ce qui nous donne pour la première coche tangente de la pression de 45 plus 18% est égal à 3,8. Pour K' est égal Kp2 sur 1,5, ce qui nous donne 2,7. Donc il faut d'abord trouver la longueur de fiche. Donc l'actif de l'argile, la contrainte actif de l'argile est égal à la pression est égal au coefficient de posé fois la contrainte 0 moins 2C1 fois la pression posée A fois 0,5. Donc AZ est égal à 0, actif dont la contrainte est égal à 0 moins 2 fois 10 fois 10 fois 0,46 fois 0,5, ce qui nous donne moins 12,7. AZ est égal à 3 mètres. AZ est égal à 3 mètres. On a la contrainte est égale à moins 5,7. Donc dans le cadre, c'est-à-dire à long terme, il faut utiliser la pression dRho. Donc AZ est égal à 0, la contrainte totale est égale à 0. AZ est égal à 3, la contrainte totale est égale à 30. Donc pour l'actif dans le sable, on a la contrainte actif est égal au coefficient de poussée actif fois 2, la contrainte 0. Donc à 3 mètres dans le sable actif, ce qui nous donne à 3 mètres, on a la contrainte est égale à 4,4. AZ 3 plus D actif, ce qui nous donne la contrainte est égale à 4,45 plus D1 fois 18 moins 10 fois 0,25, ce qui nous donne la fonction est égale à 4,45 plus 2,08 D1. Il faut ajouter la pression de l'eau. Donc AZ est égal à 3, dont la contrainte totale est égale à 43,45 plus I kilopascal et AZ est égal à 3, la contrainte totale est égale à 34,45 plus 2,08 D1. Donc passif dans le sable. Donc la contrainte passive est égale le coefficient de poussée fois la contrainte 0. AZ est égal à D1, la contrainte P est égale le coefficient de poussée fois la contrainte 0, ce qui nous donne 20,6 D1. Il faut ensuite ajouter la pression dRho, donc ce qui nous donne AZ D1
la Z est égale D1, la contrainte totale est égale 20,6 D1 plus 10 fois D1 est égal 30,6 D1. Pour le moment, ce qui nous donne 30 fois 3 CA2 fois 3 CA2 plus D1, 43,45 fois D1 fois D1, c'est fois D1 CA2 plus 12,08 D1 fois D1 CA2 fois D1 CR3 fois 30,6 fois D1 fois D1 CA2 fois D1 CR3 est égal à 0. Donc, le moment M0 d'égale 45 plus 45 fois D1 plus 17,2 fois D1 fois 2 moins 3,8 D1 à la puissance 3. Donc on trouve D1 est égal à 7,7 mètres. Donc D est égal à 1,2 fois D1 est égal à 1,2 fois 7,7, ce qui nous donne D est égal à 9,25. Donc il faut ensuite déterminer la position où V est égal à 0. Donc la somme des forces sur D', ce qui nous donne 9 moins 9,25 D', 2 plus 34,4 D1 D' plus 405 est égal à 0. Donc D' est égal à 34,4 plus ou moins 53,4 sur ou 18,5, ce qui nous donne D' est égal à 4,74. Donc M est au maximum. Donc M, lorsqu'on a Z est égal à 4,7, on est égal à 30 fois 3 CR2 fois 3 CR3 plus D' plus 34,45 fois D' sur 2 plus 12,08 D' fois D' CR2 fois D' sur 3 moins 30,6 D' fois D' sur 2 fois D' sur 3, ce qui nous donne 36,6 kN par mètre. Donc pour déterminer la section de pale planche, on a la section est égale M sur 0,6 F Y avec F Y est égal à 265 mégapascal moins pour l'acier A328, ce qui nous donne pour la section S est égal à 316,6 fois 10 à la puissance 10 sur 0,67 fois 265 fois 10 à la puissance 6. Donc on a déterminé la section qui est égale à 1783,1 fois 10 à la puissance 3. Donc pour cette section, on vérifie dans le tableau ce qui nous donne le fournisseur. Donc on a 1700, à partir du tableau on a 1620 et 2060 et 2520. Donc on choisit pour ce modèle de section, on choisit 2060 qui est un type de section PZ 32, ce qui est présente dans ce schéma. Donc merci pour votre attention, merci à tout le monde et à le prochain slide Inch'Allah. Merci beaucoup et je souhaite une bonne journée et à bientôt.